Shtrouma, le Théodore Herzl, l'Exodus 47, le Chadna Senesh, l'Altalena, le Hama Apil. Autant de bateaux, Autant d'histoires singulières, autant d'aventures. Une épopée extraordinaire vécue par des pionniers que rien ni personne ne pouvait décourager. La Brecha, histoire de l'immigration clandestine des Juifs vers la Palestine, 1934-1948. Un feuilleton conçu et réalisé par Laurent Lopez et Gilles Rosier, avec le soutien de la Fondation Doron. S'il vous en souvient, hier, Roland Marx nous expliquait les tenants et les aboutissants de la politique d'occupation menée par l'Angleterre en Palestine. En dépit du vote onusien intervenu le 27 novembre 1947, qui entérina le plan de partage de la Palestine, et même si les plus hautes autorités savent pertinemment qu'elles devront tôt ou tard évacuer cette partie du Proche-Orient, la politique du numerus clausus, le blocus à l'immigration juive né du livre blanc, restera en vigueur jusqu'en avril 1948. Pourtant, la cause était entendue. Le 14 mai 1948, à Tel Aviv, David Ben-Gourion proclame l'indépendance de l'État d'Israël. Pour vous aujourd'hui, chers auditeurs, et pour conclure ce feuilleton, nous avons demandé à Michel Gurarier de venir témoigner. Michel Gurarier, passagère sur l'Exodus, qui a vécu l'attaque anglaise dans les eaux internationales, le blocus de Port-de-Bouc et le retour en Allemagne. Vous symbolisez, madame, la volonté, l'opiniâtreté dont ont fait preuve les émigrants. Votre vécu est révélateur de l'obstination anglaise dont on parlait hier avec Roland Marx. Vous aviez 12 ans en 1939. Comment vous et votre famille avez-vous fait pour échapper à la tourmente ? Eh bien, mon père avait une conscience exacte de la réalité des choses. Il avait à la maison le livre d'Hitler. Il savait que ce qui allait se passer. Par conséquent, nous avons fui d'abord Paris, la zone occupée, et nous sommes réfugiés non déclarés dans un coin de France qui s'appelait Solignac, non loin de cette ville qui a brûlé entièrement à Oradour-sur-Glane. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu votre famille ? Dans quelle ambiance grandissez-vous ? Eh bien, dans une ambiance sioniste. Ma mère faisait partie de la Viso, j'entendais parler de la Palestine, il y avait bien sûr le tronc bleu à la maison. Mon grand-père était mort à Marseille, alors qu'il se rendait en Palestine, un peu avant la guerre de 14. Donc sur le chemin de la Palestine, et c'était le vécu de la famille, le sionisme. Très, très jeune, vous avez entendu parler de ce futur pays qu'allait être Israël. Oui, et même je peux vous dire une anecdote. On appelait mon petit frère, qui avait mal au cœur en voiture, qui avait le mal de mer, on l'appelait l'amiral de la flotte palestinienne. 1945, c'est la libération. Comment l'idée d'émigrer en ce qu'on appelle encore à l'époque la Palestine, comment cette idée germe-t-elle en vous ? Eh bien, il y avait deux choses. Notre famille, grâce à mon père, s'était retrouvée en entier. Mon frère, ma mère, mon père et moi, nous avions tout retrouvé et je pensais que je devais quelque chose à la communauté juive et à tous ceux qui étaient réchappés des camps et qu'on allait aller fonder l'État. Et il y avait un petit groupe, j'étais aux éclaireurs israélites de France, et il y avait un petit groupe qui s'apprêtait à partir donc en Palestine. Et j'ai fait partie de ce petit groupe qui a d'abord été en Archara en France pendant 9 mois et qui est parti donc sur l'Exodus sans savoir que ça allait être cette aventure. Qui avez-vous rencontré ? Est-ce que vous avez déjà, dès la libération, rencontré des membres de la Haganah ? Non, c'est avant, absolument pas. Alors, qui rencontrez-vous ? Qui va vous renseigner sur les côtés pratiques, je dirais, des démarches à engager pour le voyage ? Moi, je m'en suis pas occupée. Je faisais partie donc de ce groupe d'éclaireurs qui est parti donc en Archara. Nous avons été pris en charge par un chaliard. Et puis c'est tout. Moi, je me suis occupée de rien. C'était naturel. C'était voilà, oui.
Et est-ce que vous avez eu une préparation à ce voyage? Est-ce on a commencé à vous apprendre l'hébreu? Est-ce que vous avez eu des... Pas vraiment, pas peu, assez peu. Et en ce qui me concerne, j'étais assez réfractaire aux langues étrangères, donc j'ai appris en arrivant. Alors, vous allez embarquer sur l'Exodus. Est-ce que vous vous souvenez des préparatifs avant le départ? Oh oui, parce que j'y ai participé. Il s'agissait de faire donc toutes ces fausses cartes. Et donc la nuit avant le départ, on n'a pas dormi. Vous avez participé au côté technique de cette expédition, c'est-à-dire est-ce que on vous a attribué une tâche particulière, monter des marchandises, monter de la nourriture? Non. On nous a regroupés par 30 personnes, avec un chef de groupe et un adjoint au chef de groupe, et de manière à monter sur le bateau de façon disciplinée, ce qui s'est fait de façon absolument remarquable. Et puis, donc ça, c'était sur les camions qui nous menaient au bateau. Et une fois sur le bateau, comme on ne pouvait pas beaucoup bouger, ou même pas bouger du tout, les gens qui faisaient partie du mouvement de jeunesse, on a essayé de leur donner des petites tâches. En réalité, c'était pour nous occuper, c'était pas vraiment sérieux. Bien sûr, on comprenait pas comment ça se fait qu'on partait pas, et qu'est-ce qui se passait, mais nous, on était au 3e sous-sol, si j'ose dire. On se rendait pas bien compte de ce qui se passait vraiment. Au moment où vous avez su que le bateau était arrivé en pleine mer, est-ce que ça n'a pas été une émotion fantastique? L'émotion, elle avait eu lieu avant, quand on est parti, quand on a vu tous ces gens. Moi, je voyais pour la première fois, en groupe serré, tous ces gens qui venaient des camps, des familles entières, des femmes enceintes. Donc, nous, qu'est-ce qu'on était? Des jeunes en âge de faire ce qu'on faisait. Mais il y avait des vieux, et tout ça est monté avec discipline, c'est pas inquiété, on réclamait pas, on demandait rien. Comment était rythmée la vie à bord? Est-ce que vous vous en souvenez? Assez bien, il fallait aller donc chercher, les deux chefs de groupe allaient chercher la nourriture, qui était un petit peu sommaire, mais enfin bon. Et puis en face de nous, il y avait une communauté très religieuse. Je crois que c'était des chassidim, et leur vie était rythmée par la prière, et nous on les regardait, parce qu'on ne pouvait pas bouger sur ce bateau. On avait une espèce de chalit, et on devait rester à notre place, un point c'est tout. On aurait fait chavirer le bateau. Alors Michel, la traversée se passe donc tant bien que mal, avec l'organisation que vous nous avez décrite, oui. Jusqu'au moment où les autorités anglaises qui vous suivaient décident, dans les eaux internationales, de vous attaquer. Tout de même, on nous avait demandé d'abord qui est-ce qui savait nager, puisque on pensait que le bateau devait s'arrêter avant la côte pour qu'on puisse fuir à la nage. On avait un rôle en cas où le bateau serait attaqué, effectivement. Donc notre petit groupe avait un rôle que nous avait attribué, qui était de défendre le moteur. On devait arroser avec un tuyau d'eau bouillante les soldats anglais qui arriveraient jusqu'à là pour prendre donc le commandement du moteur. Et au moment où on les a vus arriver, le garçon qui tenait le tuyau a demandé qu'on ouvre le robinet, et il est tombé un petit filet d'eau. Et puis voilà. Bon. C'était David contre Goliath, quoi. Ah oui, absolument. Mais est-ce que vous avez eu peur à ce moment-là? Le bateau a pris l'eau quand même. Oui, mais non, on n'avait pas peur. Il y avait des choses à faire. Justement, le bateau prenait l'eau, il fallait monter, il fallait éviter que les gens tombent à l'eau. On avait beaucoup de chagrin puisqu'il y avait eu des morts. On avait tout le temps des choses à faire. On n'a pas le temps d'avoir peur quand on a un rôle. Peur, on a eu après, quand on a vu le bateau, quand on est arrivé à Haïfa, qu'on nous a fait changer de bateau, qu'on a vu ce qu'on quittait. Alors on a eu un peu rétrospectivement peur, mais à ce moment-là, non. Alors à Haïfa, vous êtes embarqué sur les 3 bateaux-cages. Voilà. Et puis vous reprenez la mer sans savoir au début où vous alliez. Non seulement nous ne le savions pas, mais le capitaine du bateau ne le savait pas non plus. Il l'avait pris que pour 24 heures de vivre. Par conséquent, pendant les 8 jours où nous avons été, on a eu à manger à la portion plus que congrue.
Je suppose que la vie à bord de ces trois, on les appelait les Liberty Ships, de ces trois bateaux-cages, ça devait être encore pire que ce que vous aviez connu sur l'Exodus. Ah, mais ça n'avait rien à voir. D'abord, sur l'Exodus, on avait un chalit avec un espèce de matelas, enfin une paillasse, tandis que là, on était à même le faire, avec pas une place pour s'allonger par personne, l'un sur l'autre, sans nourriture, dans une chaleur et une odeur vraiment pas facile. Ça n'avait rien à voir avec l'Exodus, qui était un hôtel 3 étoiles à côté. Bon, là, on était transportés dans des cages pour bétail, plus mal que du bétail. Et alors, à quel moment avez-vous su où les autorités anglaises vous amenaient? Je pense qu'on a dû le savoir 2 ou 3 jours après. Alors, c'est l'arrivée à Port-de-Bouc. Vous allez y rester, je crois, plus de 10 jours. C'est l'été en France, un été caniculaire. Quel souvenir gardez-vous de cette période de blocus? Eh bien, d'abord, comme je vous l'ai dit, on n'avait pas à manger avant. Et là, on a eu un peu à manger. Pas beaucoup, parce que les Français étaient aussi en période de restriction. Enfin, on a mangé un peu de pain de maïs. C'est là que j'ai commencé à fumer parce que on nous a distribué des cigarettes et puis ça calmait la faim. Le souvenir, c'est le manque d'eau. Nous avions 1 litre d'eau pour boire et pour se laver. Les jeunes gens qui appartenaient à des mouvements de jeunesse dont j'étais devaient distribuer cette eau. Ça, c'est aussi la malignité des colonialistes. Ils vous donnent tout ce que vous voulez, c'est à vous de vous débrouiller, de partager. C'est essayer de diviser pour mieux régner. Ah, c'est pire que ça. C'est pour que les gens se battent entre eux pour la nourriture, puisque c'est pas eux qui partageaient la nourriture, c'était nous qui partagions la nourriture, et pour l'eau. Et puis s'il y avait plus d'eau, il y aurait plus d'eau. Et alors, ont commencé les tentatives d'intimidation, c'est ce on peut appeler ça comme ça, pour essayer de faire descendre les passagers. Personne ne rentrait dans ces cages. D'abord, les Anglais eux-mêmes, ils avaient peur. Et ils laissaient rentrer personne. Et par conséquent, des individus qui ont été contactés, à part moi, je ne sais pas. Alors justement, qu'est-ce qu'ils vous demandent? Eh bien, mes parents ayant appris par des bouteilles qu'on avait lancées à la mer et qui ont été ramassées par les journalistes que j'étais sur ce bateau, qui avaient des relations, et qui croyaient aussi que nous étions intimidés par les gens de la Haganah qui nous obligeaient à rester sur le bateau, ont essayé d'envoyer quelqu'un pour me faire descendre. Et j'ai pas voulu. C'était 20 ans et je veux faire ce que je veux. Oui, absolument. Et puis surtout, je croyais à ce que je faisais. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez été découragé pendant ce blocus? Parce que c'est long, 10 jours sur un bateau comme ça sans rien faire, alors qu'il fait chaud, alors qu'on n'a pas suffisamment mangé. Non, d'abord, on ne faisait pas rien. Vous savez, les Israéliens et les Juifs, ils savent s'organiser. Donc on ne faisait pas rien. On avait fait une école. On s'occupait des enfants. Nous nous occupions de la distribution de l'eau. C'était toute la journée. Il fallait rester près des robinets. Personne n'est resté à rien faire. On s'occupait des gens qui jouaient aux cartes. Mais personne ne restait à rien faire. Alors après, Michel, c'est le retour à Hambourg, sur cette terre d'Allemagne où, comme le disait Jacques de Rogy, l'herbe a à peine repoussé. Elle n'a pas repoussé du tout. D'abord, on voit les Allemands. Bon, pour nous, c'était assez... C'est pas très... Maintenant, je dirais pas ça. Mais à l'époque, on les voyait vraiment dans le dénuement le plus complet. Mais ça ne nous était pas désagréable. Il faut bien dire ce qui est. Ils cherchaient derrière nos mégots à ramasser nos mégots, enfin des trucs comme ça. C'était pas... C'est des petites anecdotes comme ça, mais... La descente des bateaux a été quand même un peu mouvementée. Alors, pas pour nous. Puisque nous avions donc sur notre bateau, on avait installé à Gibraltar une bombe à retardement, donc on était pressé de descendre. Et c'est ça qui a éveillé l'attention des Anglais en nous voyant descendre si gentiment. Ils se sont dit qu'il y avait peut-être quelque chose et ils ont découvert ce qu'il y avait. Alors après les bateaux, c'est les camps d'internement. Oui, c'est des camps d'internement, mais on pouvait en sortir pour aller en ville. On n'était pas enfermés. Le Joint nous avait envoyé des couvertures, quelques vêtements. Parce qu'on n'avait pas nos vêtements. Les sacs à dos, on les a eus que quelques temps après être descendus et être dans ce camp.
Donc on a pu s'habiller, être un peu et reprendre un peu vie et penser à partir de nouveau. La Haganah avait fait la promesse de mener les passagers de l'Exodus jusqu'en terre promise, jusqu'en Eretz Israël. Alors comment avez-vous fait pour quitter ces camps d'internement ? Écoutez, nous suivions aveuglément la Haganah dans laquelle nous avions une confiance totale et nous partions des camps, nous étions dans différents camps, nous partions de la nuit, on attendait notre tour jusqu'à ce que le camp soit vidé et on partait la nuit dans des camions bâchés. Alors ça, c'était au nez et à la barbe des autorités anglaises. Oui, mais je pense qu'ils savaient très bien de quoi ils retournaient. Ils savaient peut-être pas qu'on allait revenir, ni comment, mais que ils avaient plus à nous nourrir, à s'occuper de nous. Ils étaient bien contents dans le fond. Alors vous, pour une seconde fois, vous allez embarquer sur un bateau. Est-ce que ça a été un départ légal cette fois-ci ? Semi-légal, puisque je suis parti avec mon passeport, avec mon nom et un visa de touriste sur un bateau roumain qui s'appelait le Transylvania. Et où j'avais une cabine, ma foi, c'était le luxe. Alors ça, c'est la veille de la proclamation d'indépendance ? Non, c'est l'hiver qui a précédé la proclamation d'indépendance, au mois de janvier, à peu près. Tel Aviv, le 14 mai 1948. Devant le Conseil national, représentant la communauté juive de Palestine et le mouvement sioniste, M. David Ben Gourion proclame l'indépendance de l'État d'Israël. בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל אנושיים, והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. Eretz Israël, le pays d'Israël, est le lieu où naquit le peuple juif. C'est là que se modela sa forme spirituelle, religieuse et politique. C'est là qu'il vécut sa vie indépendante. C'est là qu'il créa ses valeurs, tant nationales qu'universelles, et qu'il donna au monde le livre des livres éternels. לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע, שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית. Exilé de Terre Sainte, le peuple juif lui demeura fidèle tout au long de sa dispersion, et il n'a jamais cessé de prier pour son retour, pour y restaurer son indépendance nationale. Vous étiez en Israël depuis combien de temps quand vous avez entendu ce message ? J'étais en Israël depuis environ le 15 février 1947. Donc. Je m'en souviens parce que j'ai été arrêté en descendant du Transylvania, puisque les Anglais avaient mon nom, du fait que j'avais été donc, on m'avait demandé de descendre. Donc ils avaient mon nom, ils m'ont arrêté sur le bateau, ils m'ont amené au poste de police, ils savaient pas très bien ce qu'ils voulaient me demander, et j'ai dû résider dans un hôtel où ils m'avaient installé pendant un certain temps. Et c'est là que j'ai passé mon anniversaire, et je me suis jamais tant ennuyé que ces quelques jours où j'étais seul, dans un pays qui était mon pays et qui m'émerveillait parce que je voyais que le facteur était juif et puis aussi le type qui nettoyait les trottoirs. Mais enfin, malgré tout, je pouvais parler à personne. Mon hébreu était nul ou quasi, et mon anglais était pas brillant non plus. J'étais seul. Est-ce que vous avez souvenir de la réaction des gens autour de vous au moment où David Ben Gourion a proclamé l'indépendance de l'État ? J'étais au kibbutz Geva. Bien sûr, tout le monde était heureux. On s'est mis à danser il y avait une salle à manger neuve au kibbutz Geva qui était pour l'époque magnifique. Au moment de la proclamation de David Ben Gourion, est-ce qu'il n'y avait pas déjà des gros nuages sombres qui s'accumulaient, qui vous inquiétaient ? Ça n'avait pas. Donc, depuis le moment où j'ai débarqué et où j'ai été rejoindre ce kibbutz où nous étions en Archara,
jusqu'à ce que je quitte, c'est-à-dire en 1954. Ça n'a pas arrêté. Alors c'est vrai que les événements vont se précipiter, que le 14 mai 1948, c'est la déclaration de l'indépendance, et que le 15 mai, les armées arabes attaquent. En même temps qu'elle alertait l'attention mondiale, la bataille de Palestine a déchaîné les passions arabes. Traversant Amman, la capitale transjordanienne, les armées irakiennes se sont mises en marche pour porter secours à leurs frères de race aux prises avec les Juifs. En grande solennité, le roi de Transjordanie, Abdallah, a donné le signal de l'invasion en allant prier à la mosquée pour le succès de ses armes. Et à travers les déserts de pierrailles, semés de sel, ces buttes qui recouvrent les ruines de cités disparues, l'armée transjordanienne a franchi le Jourdain et a vu un jour se découper sur l'horizon les murailles de Jérusalem. L'attaque de la ville commençait aussitôt, et dans la cité sainte où le bombardement allumait ses incendies, les premiers soldats transjordaniens commençaient à s'infiltrer dans la vieille ville. Quartier par quartier, après une défense acharnée, les blindés de la Haganah cédaient la place, tandis que les tireurs d'élite arabes s'efforçaient de réduire les nids de résistance. Le collège français des franciscains, où les frères étaient demeurés en dépit du danger, avait été tout de suite occupé par les assaillants. Et le vieux couvent se vit, une fois de plus dans son histoire, former l'un des pivots de la bataille de Jérusalem. Les blindés arabes gagnaient du terrain. Peu à peu, la vieille ville tombait aux mains des Transjordaniens. Et Glob Pacha, chef de la fameuse Légion arabe, arrivait sur les lieux avec de nouvelles forces. J'ai quand même un petit mot à dire sur ce que nous venons d'entendre. Avec un peu de tôle dessus. Les blindés arabes, c'était des blindés, mais pas les blindés juifs. Alors c'est la première guerre officielle qui est déclarée au jeune État hébreu. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Moi, je ne suis plus à Geva, je suis à Neve-Ilan, et nous sommes des soldats de la Palmar, c'est-à-dire des troupes de choc de la Haganah, parce que notre kibbutz, c'était sur un caillou, une position avancée, et par conséquent, nous étions mobilisés sur place. Sur place, c'est-à-dire en première ligne, en fait. C'est-à-dire que vous avez eu, dès les premières heures des hostilités, à affronter l'ennemi. Absolument. Quel souvenir vous gardez de ça? Est-ce que là, à un moment, vous êtes dit « je regrette d'être venu ici » ? Ah, pas du tout, non. Non. D'abord, j'étais venu, j'allais dire pour ça, mais enfin, il y avait un peu de ça. C'est-à-dire que je ne m'étais pas battu pendant la guerre. J'avais je me considérais pas, bon, il n'y avait pas de différence garçon-fille, c'était pas là le problème. Quand on est au milieu de la chose, on ne se rend pas compte. Donc on se rendait pas compte que il y avait déjà beaucoup de morts, que c'était très dur. On avait donc entre le début de la bataille, de la guerre et la première armistice, il y avait pratiquement pas d'armes, il n'y avait pas un fusil par personne. Moi, j'ai hérité d'un fusil de la guerre français de la guerre de 70, avec un recul tel qui vous arrachait l'épaule à chaque coup qu'on tirait. Enfin, c'était et après ça, nous avons eu donc des fusils tchèques et un peu d'armement. Et comment vous vous y preniez pour défendre les kibbutz? Eh bien, d'abord, il y avait quand même quelques officiers. Dans le kibbutz où nous étions, il y avait des gens qui avaient lutté pendant la résistance, des gens qui connaissaient un petit peu, puis on nous a formés en 2-3 jours à tirer, etc. Pour vous montrer à quel point nous étions pauvres en armement. Donc, avant la première armistice, quand j'étais à Geva, il y avait à côté le kibbutz Ein Harod et le moshav Kfar Yereskiel. Et nous avions comme arme lourde un canon. Pas très efficace, mais un canon. Et on le faisait tirer tour à tour de chaque lieu pour laisser croire aux Arabes que nous avions à chaque endroit un canon, voire deux, en le bougeant un petit peu.
et à la place, dissimulés, des tuyaux et qui étaient censés figurer les canons. C'est-à-dire que dès que vous déplacez le canon, vous le remplacez par un tuyau pour tromper l'ennemi. Voilà, un petit peu plus loin, pour faire croire qu'il y en avait un autre éventuellement. Et vous avez fait ce manège combien de temps? Ça a marché assez longtemps, finalement, nous n'avions pas d'armes, ou très peu, entre le moment où les Arabes nous sont tombés dessus, des endroits où les Anglais leur avaient laissé et des armes et des postes, disons des postes fortifiés. Donc on s'est défendu vraiment avec ce qu'on avait dans la tête, et pas avec beaucoup de ruse, et puis comme David et Goliath. Quel est le souvenir le plus marquant que vous gardez de toute cette période? Si on prend depuis l'Exodus, je dirais deux choses. D'abord, sur l'Exodus et l'aventure qui s'en est suivie sur le bateau anglais, le fait de devenir un adulte, de voir les gens comme ils étaient et non pas idéalisés, et finalement pas si mal. Et puis la deuxième chose, c'est mon arrivée à Neve-Ilan, cette colline magnifique d'où on voit la mer en hiver, où ça sent les orangers, et où j'espérais faire ma vie. Michel, merci pour votre témoignage, merci d'avoir conclu ce feuilleton avec nous. La grande aventure de l'immigration vers Israël continue. Nuance de taille et grâce au labeur et au courage des pionniers, aujourd'hui elle n'est plus clandestine. Nous remercions chaleureusement tous les témoins ou acteurs de cette grande épopée qui se sont succédés au micro. Henri Boulavko, Jean Broman, Denis Charbit, Rachel Chegam, Dov Chilansky, Charles Corin, Jacques de Rogy, Yitzhak Avrahami, Roland Marx, Georges Loinger, Ada Sereni et Lily Spitzer. Ce feuilleton a été conçu et réalisé grâce à la Fondation Doron. Aux manettes de la technique, il y avait Reuven Messika, Richard Hanou, sous l'œil attentif de notre chef technicien Yves Bitton. Et puisque nous en sommes au chapitre des remerciements, merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Gilles Rosier à Jérusalem, Laurent Lopez à Paris. Au revoir et à bientôt.